Tu me fais chier de vous placer. Ah. Pour une fois que je suis entouré de filles. C'était pas ma faute, monsieur le commissaire. Ah, il y a Zendaya qui est là. Est-ce que vous allez bien? Ouais. Ça paraît. En vrai? Oui. Bon, je vais prendre une photo de vous quand même. Ah. Levez les bras, allez, on y est. On les mains. Non mais ça va, on ne voit pas sinon. Est-ce qu'on attend d'autres intervenants ou pas? Parce que nous, on ne sait pas trop. Hein. On n'est que tous les trois. Et il y a quelqu'un pour animer ou c'est Pat qui anime? On va faire des questions-réponses alors. Ouais. Est-ce que vous connaissez Pascal? Oui. Est-ce que vous connaissez Pat? Oui. Est-ce que vous connaissez Brigitte Lecordier? Oui. Bon ben voilà, alors on peut parler. Ok, au revoir. Voilà. Alors, je sais pas, on peut s'amuser à faire des questions-réponses, sauf si vous avez des trucs à dire particuliers. D'abord, le thème vous êtes quand même venu pour le thème c'est le geek au féminin, c'est ça? On est d'accord. C'est-à-dire la place plutôt de la femme dans, alors je sais pas si c'est ça, dans le jeu vidéo ou dans le geek ou dans le... Hein? Dans la pop culture. Voilà. Comme on n'a pas d'animateur, c'est bien, on va faire nous-mêmes. Mais c'est un très bon sujet. Ouais. Oui. Qui commence? On peut représenter les femmes dans la geek culture. C'est moi qui ouvre le bal. Toi, Pascal, tu fais pas mal de jeux vidéo. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand on m'a parlé de ça, moi il y a évidemment un personnage auquel je pense, qui est le commandant Shepard dans Mass Effect. Alors, Shepard, c'est un personnage assez étonnant parce que c'est soit homme, soit femme et sauve la galaxie. Mais ce qui est surtout, ça a été un personnage assez... alors ça date de 2004 hein, quand même. Donc l'évolution au niveau du jeu vidéo quand même depuis quelques années on la sent. Mais à l'époque c'était quand même un personnage qui était assez innovant parce que il était entre guillemets à égalité, même si j'aime pas ces termes-là, avec le Shepard masculin. Et je pense que c'est pour ça que ça a été indépendamment du scénario et indépendamment de l'univers de Mass Effect, c'est un personnage qui est resté quand même un petit peu important, arrêtez-moi hein, si je me trompe, dans le jeu vidéo. Et la femme a pris au fil des années, Femme Shep a pris au fur et à mesure des 3 opus de plus en plus d'importance parce qu'elle était aussi représentatrice de ce que les joueuses et beaucoup de joueurs attendaient. Et ça a été de voir comme ça son évolution, c'était assez badass pour reprendre les termes de Shepard. Et en fait, maintenant les personnages féminins sont peut-être plus importants dans certains jeux. Ça suit quand même, le jeu vidéo suit l'évolution de la société. Heureusement, c'est un miroir de la société. Donc, il y a quand même une évolution, mais voilà, Shepard a été un point de départ assez important. C'est vrai qu'au niveau des rôles, en général, dans notre métier en particulier, c'est-à-dire aussi bien au niveau du théâtre qu'au niveau des séries, au niveau de tout, même des dessins animés. En fait, le rôle de la femme, il n'est pas si beau en fait. Il y a les rôles de héroïne, il n'y en a pas eu beaucoup. En tout cas, moi, quand j'ai commencé le dessin animé, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on commence à avoir des héroïnes dans les pièces policières, et c'est vrai que ça, et même dans le jeu vidéo, ça commence à arriver un peu sérieusement.
De toute façon, quand vous prenez par exemple une distribution, hein, que ce soit au théâtre, au cinéma, etc., vous allez voir qu'il y a effectivement beaucoup plus de rôles masculins qui sont écrits. Et c'est pas seulement la question du nombre, c'est la question de la valeur, ni de l'importance, parce que c'est pas parce qu'un personnage, mais c'est le rôle du rôle dans l'histoire. Ouais, c'est ça. Et les femmes dans le jeu vidéo, hors Lara Croft, alors je parle toujours par rapport à Shepard, etc., dans les années 2000, c'était un peu plus des faire-valoir par rapport aux héros masculins. Et ça a quand même tendance maintenant à évoluer, fort heureusement. Mais c'est vrai que c'était assez, assez récurrent. Et on n'aime pas forcément ces récurrences-là. Moi, j'ai eu la chance d'incarner des femmes dans Dragon Ball. Ouais. Et il est vrai que Dragon Ball, c'est vraiment un truc très masculin. Mais en même temps, le rôle des femmes est très important. C'est-à-dire que quand je fais Videl, c'est une fille qui a un caractère pourri, qui va de l'avant, qui est une fille qui se laisse pas faire et qui a beaucoup de caractère. Et j'adorais l'incarner parce que, voilà, elle me ressemblait un peu d'ailleurs. Et puis, quand tu as quelqu'un qui était extrêmement féminin, avec tous les clichés du féminin, comme C18 par exemple, et ben l'air de rien, c'était quand même un cyborg et c'était quand même quelqu'un qui se laissait pas faire, etc. Et il y avait ça, et même Bulma dans Dragon Ball, c'est une fille, elle a aussi beaucoup de caractère, etc. Et c'est vrai que c'était extrêmement rare, et ça nous est venu du Japon en fait, ce genre de rôle. Mais moi, je vais parler un petit peu en tant que fille. Voilà. Personnellement, en tant que fille. Ah, quel bonheur. Et ce que je veux dire, c'est que moi, je vais parler un petit peu au niveau de la pop culture, ou pas expressément du jeu vidéo, mais par exemple dans la publicité, parce que je suis un peu un spécialiste de la publicité. Et on a vu vraiment les 20 dernières années, je dirais à l'image de la société, comme tu disais Pascal, la société vraiment se féminiser. Je vous donne un exemple, hein, les voitures. Pour ceux qui sont un peu plus vieux, je dirais, vous voyez la forme des voitures par exemple. Vous voyez, on avait des R6, on avait des choses qui étaient très coupantes, très carrées, etc. Et puis tous les designers, sous l'influence aussi de designers vraiment, alors soit avec une sensibilité féminine, mais avec une grande part d'humanité féminine, je dirais, c'est joli ça, tu notes. Et donc, eh bien, tout a commencé à s'arrondir, à être beaucoup plus, non pas sensuel, mais plus proche d'une certaine humanité. C'est-à-dire que les voitures étaient plus considérées, étaient moins considérées comme un objet masculin, mais qu'un objet pluri-humain, quoi. En même temps, c'est une vue de l'esprit, parce qu'il y a aussi l'aérodynamisme qui a joué. Oui, mais ils sont aperçus aussi que ceux qui allaient acheter, même si c'est pécunier, ceux qui allaient acheter, ce n'est plus l'homme qui vient et qui arrive et qui achète, c'est plutôt l'homme qui se retourne vers la femme en disant: est-ce qu'elle te plaît quand même cette voiture? Et donc en fait tout a été un peu comment dirais-je, se féminiser. Par exemple, il y a aussi des... moi, vous vous rappelez l'émission que je faisais qui s'appelait Bienvenue chez nous? Vous vous rappelez Bienvenue chez nous, les maisons d'hôtes? Il y en a qui l'ont vu, vous vous rappelez? Avec cette voix qui disait qu'ils vous emmerdaient tous, on disait transformer sa maison en chambre d'hôte, beaucoup en rêve, eux l'ont fait. Voilà. Et donc en fait, j'ai fait ça pendant 7 ans et il y a eu une vraie réflexion de TF1 qui est quand même pas la chaîne qui est la plus connue pour être la moins macho du monde. Et donc il y a eu une vraie réflexion, ils ont dit non, à un moment donné on va changer, on va féminiser l'antenne. Et en fait, et tout d'un coup plus de lumière. C'est toi qui as vu la lumière, ouais, voilà. C'est un de ses super pouvoirs, on le voit. Hein. Et donc. Voilà, merci. Et donc par rapport à la pop culture aussi, enfin moi je suis pas un grand spécialiste des rôles féminins dans les films, mais quand même, quand on voit le MCU, enfin le Marvel, quand même le personnage le plus fort de tous, c'est quand même Captain Marvel, c'est quand même une fille, hein, quand même. Je sais pas, arrêtez-moi si c'est pas ça. Mais il a fallu, ce que je veux dire, c'est une acceptation totale. Et maintenant on a tous des sensibilités, enfin
même si moi je suis un peu plus vieux que vous, mais je pense que les gens ont des sensibilités beaucoup plus vraiment au milieu et comprennent quand même que c'est vraiment l'avenir. Et même, je finirai là-dessus, sur le cinéma par exemple aussi, eh bien depuis 20-25 ans, on a vraiment des super réalisatrices féminines qui ont un... Ça arrive, mais ouais. pareil, Oui. hein, on les compte sur... Ah ben on les compte, doigts de oui, la mais main. beaucoup plus quand même, beaucoup plus. C'est vrai. Beaucoup plus. Et pareil, en parlant de geek justement, si on regarde les chaînes YouTube ou sur Twitch et tout ça, on se rend compte que c'est très masculin encore. Hein. Ouais, ouais. Il y a des femmes, et en plus les émissions, je trouve, féminines, elles sont vachement intéressantes souvent. Je pense à Angle Droit ou des gens comme ça, ou la boîte à curiosité. Et c'est des gens qui parlent de ce qu'ils aiment, etc. Mais en fait, finalement, il n'y en a pas tant que ça, si on regarde bien. Et elles n'ont pas une communauté de ouf. Oui, c'est ça surtout. Les grosses communautés, elles sont extrêmement masculines. Est-ce que quelqu'un a vu la dernière campagne de Women in Games? Ah, il y a une personne qui l'a vu? Oh, maman, d'accord. Ils ont fait un truc qui était pas mal du tout. C'était Women in Games, en plus c'est des potes qui l'ont fait. Et en fait, moi je fais partie. Alors ça vous fait rire, j'ai fait partie de Women in Games. Et en fait, c'était très bien vu parce qu'en fait, ils ont pris les stéréotypes des super-héros masculins. Et en fait, ils ont montré, et si les super-héros masculins étaient traités comme sont les super-héros féminins dans le jeu. Il faut que vous voyez ça, parce que tout d'un coup, excusez-moi, c'est très parodique en même temps, mais c'est exactement ça, parce qu'on voyait une sorte de Lara Croft, ou je sais pas quelle héroïne qui était alors vraiment fesses rebondies, vraiment les trucs qu'on voit dans les jeux vidéo. Et là, tout d'un coup, on avait les super-héros, mais qui étaient dans des positions, t'avais Batman qui faisait... Non mais c'est-à-dire qu'ils étaient dans un positionnement comme certains créateurs de jeux vidéo nous vendent. Et c'était hyper bien vu parce que d'un coup tu fais ah ouais, il y a quand même encore une grosse différence quand même. Oui, ben, y a une grosse différence parce qu'effectivement, tu parlais de stéréotypes, c'est qu'en fait, là, je pense qu'on va vers des héros, que ce soit masculins ou féminins, qui sont moins stéréotypés et donc auxquels on peut aussi davantage s'identifier, et on voit aussi que les qualités requises autrefois pour une héroïne ne sont plus forcément celles-ci, physique, etc. Tu parlais de machin, et pour un homme également. Et c'est là où on arrive je trouve, à ce qu'il y ait un brassage ou une complexité qui est plus intéressante, et ça donne une lecture en tout cas beaucoup plus riche qu'une simple lecture où la femme est cataloguée là-dedans, l'homme est catalogué là-dedans, etc. C'est quand même un petit peu en train d'éclater et de devenir moins systématique. Le systématisme m'emmerde un peu en fait. Par contre, tu as tout fait, mais on n'en est pas encore. Le problème, c'est que, non, mais quand je dis on n'en est pas encore, la problématique, c'est que un héros féminin badass, ça veut dire qu'elle a la force masculine. Tu vois, un Captain Marvel, etc. Donc c'est un peu chiant. On voudrait bien voir des super-héros. Moi, ça ne me dérangerait pas d'avoir Black Panther, qui est un tout petit peu plus efféminé. Enfin, efféminé, avec un côté un peu plus. C'est un peu ambigu encore. Bah ça se cherche, et ça avance. Ou alors ça ne pas avance. du tout. Hein. Ah, là, le monsieur, il reste. Au revoir, mesdemoiselles. Moi, je vais vous raconter une anecdote que j'avais trouvée assez marrante et révélatrice. C'est que il y avait eu une vidéo qui avait été faite sur je reviens à Shepard, et il y avait eu un commentaire. Alors là, ça n'est pas pour parler de quelquefois de la stupidité des gens, mais un commentaire avait été mis et on disait le Kirchen, et un troisième terme, c'est-à-dire qu'en fait, c'était très très compliqué d'accepter une femme si elle n'était pas soit à l'église, soit dans sa cuisine, et le troisième mot allemand, c'est les couches avec un K. Donc ça faisait quand même KKK. On est, vous savez quand même ce qui se passe aux États-Unis, enfin bon, par exemple. Et j'avais été vraiment hyper choquée de ce commentaire qui finalement avait soulevé de la part de joueurs, de joueuses, mais aussi de joueurs,
une déferlante de commentaires pour dire mais enfin c'est aberrant, il faut arrêter de garder cette étroitesse d'esprit. Et donc ce que je veux dire, c'est que les studios, les créateurs aussi doivent aider à ce que la vision soit plus large, doivent nous aider à ce que notre vision soit plus large. Alors au début ça fait un peu mal et on a des KKK comme ça. Un peu mal, tu l'écris comment? M-A-L-E? Non, ça aurait pu. Mais voilà, donc il y a quand même un truc qui se fait. Maintenant, ça paraît beaucoup plus. Enfin, on voit, je sais pas, si je prends Apex par exemple, il y a beaucoup d'héroïnes femmes qui sont aussi très jouées, très appréciées. Et voilà, il y a quand même une chose qui évolue bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, si vous avez des réflexions. On va vous laisser poser des questions si vous avez envie, on vous répondra. Il y a Hulk qui est devant. Hein? On peut peut-être. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à passer le micro? Je vais y aller. Oh là là, Je fais la jeune fille de salle. ouais, est-ce que c'est une super-héroïne? Ouais, est-ce que c'est une super-héroïne? J'ai une petite question pour Brigitte. Oui. Comment vous avez pu recevoir, au tout début, vous avez quand même fait beaucoup de rôles masculins dans Dragon Ball, pardon. Oui, comment vous avez pu recevoir ça, alors que je pense que au début vous vouliez jouer des rôles féminins? Comment vous avez accepté l'idée que, au final, il fallait faire des rôles masculins? En fait, j'ai rien dû accepter. En fait, notre métier de comédien, il est fait de... Tu sais, tu es dans la cour d'école et tu te fais passer pour Zorro et tu fais croire à tous tes copains que tu es Zorro le temps de la cour d'école. Et notre métier, il est fait de ça. C'est-à-dire que on te propose un personnage et le temps du film, le temps de la scène, le temps de la série, tu dois faire croire aux gens qui vont le regarder et à tes camarades que tu es le personnage. Et ce qui est génial, c'est de ne pas être le personnage en question. Donc quand tu es une fille, et moi je jouais au théâtre quand on est venu me chercher pour faire des petits garçons, et je suis une fille, on me dit tu pourrais jouer Pinocchio? Je fais attends, oui, toi je vais pas dire non. Et du coup tu acceptes. Et puis, finalement, tu incarnes le personnage le temps de la pièce de théâtre, on dit « Waouh, ça marche super bien !» Et puis après, tu arrives au doublage ou à la radio. En ce moment, je suis sur France Inter, Les Bestioles, la petite pub, autopub. Comment je vais dire le temps que tu incarnes ce personnage, tu es un petit garçon, une petite fille, une vache. J'ai fait la mouche, toi. J'ai accepté de jouer une mouche. Mais voilà, et notre métier, il est fait de ça. Oui. C'est-à-dire on incarne un truc. Je suis sûre qu'on me demanderait de faire la table, ça me ferait marrer autant que de faire un petit garçon, une petite fille ou une vieille dame. Après, ce qui est dommage dans notre métier, vous me direz, c'est que souvent après, tu es catalogué. C'est-à-dire, on dit Brigitte, elle fait les petits garçons ou les enfants. Et j'ai commencé petite fille en fait, pour te dire, je faisais Louison dans le Malade imaginaire. Et je suis passée petit garçon par hasard, parce que j'ai une voix qui colle bien apparemment. Et du coup, dans mon métier, il est difficile aux gens, aux producteurs, aux réalisateurs, aux gens qui pourraient me proposer des rôles, de me mettre dans une femme ou dans autre chose, quoi. Souvent, il y a un enfant, on pense à moi tout de suite. On dit j'adorerais que Brigitte le fasse. Mais s'il y a une jeune femme ou une vieille pouffe ou n'importe quoi, on pense à moi pour les vieilles poufs. J'adore faire les vieilles poufs. Moi aussi, on pense à moi. On pense pas à moi. Alors, il y a des petits moments magiques là. Il y a dans Ratchet et Clank, le dernier, chez Madame Zurkon. J'adore d'abord son nom, j'adore. Et je fais son fils. Et évidemment, je pense qu'on a pensé à moi pour faire son fils, le petit robot qui tue tout le monde. Et puis on s'est dit, ça serait marrant si c'était Brigitte qui faisait la mère et qui demande à son petit garçon de tuer tout le monde, quoi. Et voilà, et tu t'éclates comme ça, de la même façon. J'ai répondu à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu peux lui dire comme ça, vas-y, essaye. Oui, essayez, savoir si vous avez de la voix aussi. Exercice de style. C'est une question plus générale, mais est-ce que vous pensez qu'être une voix féminine qui joue un personnage masculin ou une voix masculine qui joue un personnage féminin,
ça peut aider à déconstruire un peu les clichés qu'on a, que quelqu'un de masculin doit forcément avoir une voix grave et quelqu'un de féminin une voix aiguë, toute gentille, toute douce. Mais justement, on en parlait tout à l'heure, parce que quand il y a des enfants, par exemple, je prends l'exemple des enfants, il est convenu qu'une petite fille de 5 ans, 6 ans, doit avoir une voix aiguë, et qu'un petit garçon doit avoir une voix un peu plus... ouais, un peu plus grave, mais bon, il n'a pas encore muet non plus, enfin bon, mais il y a une espèce de chose. Et c'est comme ça, c'est le concept simple de base. Or, en fait, on s'aperçoit que ça n'est dans la vraie vie, dans l'IRL, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Moi, je prenais l'exemple, moi j'ai une fille qui a fait du doublage, elle ne faisait que des petits garçons. C'était une fille. Et elle est toujours, bon, voilà, on s'en fout. Qu'est-ce qui marche dans l'imaginaire des gens? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'on fait passer comme émotion ou comme chose? Est-ce que tout le monde a la même voix? Non. Il y a des gens qui vont avoir des voix plus légères, d'autres plus graves, etc. On s'en cogne. C'est pas ça la question. Enfin, c'est pas ça n'est pas que ça. Donc, c'est l'incarnation du rôle. C'est l'incarnation. Ce sont aussi des questions d'énergie. Bon, évidemment, je suis pas un petit mec, je fais pas du skate, j'ai pas les cheveux blancs et j'ai pas 12 ans, malheureusement. Mais s'il y a un petit truc qui passe, tant mieux. Mais encore une fois, pour moi, là, c'est des trucs où les choses sont extrêmement rétrécissantes. Et l'imaginaire, ça me gonfle, mais vraiment, ça me gonfle, qu'on puisse rétrécir l'imaginaire des gens qui écoutent, qui regardent, parce que la voix est aussi associée à une image. La voix de Brigitte, c'est la voix de Brigitte. De toute façon, c'est sa voix. Après, elle va la travailler et par rapport à un visuel et par rapport à une image, ça va se transformer. Mais ça va s'incarner en autre chose. Mais c'est quand même son, comme tu dis. Voilà, mais c'est quand même elle. Ça passe par son corps, ça passe par ses cordes vocales, etc. Donc il y a quand même une chose d'elle qui passe. Et ça part enfantine, et ça part de rêve, et ça part masculine, enfin j'en sais rien, tout ça. Donc, moi ça m'embête qu'on rétrécisse ça et qu'on empêche, qu'on ne donne pas la possibilité que tout d'un coup on puisse entendre des choses un petit peu différentes qui vont ouvrir et qu'on dise aux gens il faut que ce soit comme ça. Le il faut me fatigue. Voilà. Cela dit, pour répondre exactement à ces questions, Pascal, c'est que là on est en train de parler des rôles de petits garçons qui vont jusqu'à une limite. Oui, oui. Mais pour répondre à ta voix, une voix d'homme sera toujours une voix d'homme, une voix de femme sera toujours une voix de femme. Il y a pas de. C'est pour ça que je parlais des enfants. Il n'y a pas de. Tu vois, il n'y a pas de personnage particulier Moi, d'un homme qui aura une voix de femme, etc. Je me suis amusée à mettre un homme sur une femme, par exemple. J'avais un dessin animé à diriger et il y avait Baba Yaga, par exemple, la sorcière Baba Yaga. Et je trouvais hyper chouette que ce soit un homme qui le joue. J'avais pris Ciron à l'époque. Et Ciron a fait une sorcière magnifique. Ben oui. Et c'était rigolo, parce qu'il y avait ses graves, et il y avait son côté allumé, comme ça, qui passait dans cette sorcière, et je trouvais ça marrant aussi pour un mec. Oui, tout à fait. Mais je pense que ce dont tu parles, enfin, il n'y a pas de combat à avoir là-dessus, mais je ne pense pas que ça soit sur ce sujet précis qu'il peut y avoir un énorme changement. C'est surtout sur ce que sont les personnages, qu'est-ce qu'ils incarnent. Qui est, encore une fois, on a plus envie d'ambiguïté maintenant, de plus en plus, voilà, encore une fois, peut-être de héros, parce que la problématique, c'est que tout le monde aime les héros et les méchants, mais c'est quand même bien. Mais je pense qu'à l'image, encore une fois, de la société, de tout ce qui se passe, on a envie aussi qu'il y ait un peu plus de subtilité, plus de couleurs de l'arc-en-ciel, même, on pourrait appeler ça comme ça. Et donc il y en a de plus en plus aussi, hein. Il y a quand même, on a par exemple des séries maintenant avec des LGDB, trans et tout ça, donc ça commence à être intéressant, et tant mieux bien sûr. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas de... J'ai dit une connerie? Oui, j'ai un peu ça fait. Oui, j'ai dit, on dit quoi? LGBT. Oui, d'accord, ouais. Ouais, c'est pareil, hein, c'est... Il est dyslexique, moi aussi, donc c'est compris. Dyslexique, hein. C'est A, D... Je sais plus. A, D, B... Enfin, vous m'avez compris, en tout cas. Ouais. A, D, C, B. Donc voilà, quoi. Mais je comprends très bien ta question et ce que disait aussi Pascal et Madame. Oui, là, c'était plus spécifique par rapport au... Voilà. Avez-vous d'autres questionnements? Enfants. Ouais. Oui. Comment vous vous êtes rendu compte que vous pouviez modifier votre voix, entre guillemets, à volonté?
pour chacun de vous trois, comment ça s'est arrivé pour vous? Je commence. Non mais c'est particulier parce que on a tous des chemins différents. Hein. La plupart des comédiens ont des chemins un peu de comédien. Moi personnellement j'ai un chemin de musicien, donc j'ai travaillé à la fois, c'est ce qui m'a beaucoup aidé parce que je suis un batteur professionnel et j'ai appris parce que mes frangins voulaient, j'étais l'aîné pour la petite histoire et personne ne voulait chanter, donc ils m'ont dit bah tu joues de la batterie mais tu chantes en même temps. Donc j'ai appris à avoir un sens mélodique et en même temps qu'un sens rythmique. Et en fait, pour passer sur tous les exemples, mais quand je m'en suis aperçu, après avoir fait ma deuxième ou troisième pub, parce que je suis un petit peu spécialisé là-dedans, c'est qu'on m'a demandé, je me rappelle, on a commencé à me demander des choses tout à fait improbables. Tout à l'heure, Brigitte a dit qu'il fallait faire parler une table. Moi, je me souviens très bien qu'on m'a demandé de faire parler une cuillère. Au bout de la quatrième, c'était une cuillère qui parlait. Donc comment parler une cuillère? Personnellement, je connais beaucoup de familles de cuillères, mais c'est plutôt... Non mais vraiment. Et donc quand on te demande vraiment ça, t'es pas encore dans un studio, t'es dans une salle de montage où ils essayent de vendre un concept. Et donc on m'a demandé deux choses ce jour-là. On m'a demandé comment parlerait un yaourt qui pense qu'il est le meilleur yaourt du monde. Je te jure, c'était ça, donc c'était pour Danone, voilà. Et ensuite on m'a demandé comment parlerait une cuillère. Il parle comment le yaourt? Ah bah, il parlait en disant moi, je suis... C'était exactement ça. Et c'était moi, j'aurais pas fait comme ça. Et mais en fait, c'est ça qu'il voulait, je peux te dire. Et puis la cuillère qui disait moi, je veux vraiment être avec lui, je veux être avec lui, tout contre lui. Voilà, donc c'est un peu improbable, mais en fait, mais c'est une bonne question parce que quelque part, on ne saurait pas trop répondre à ça parce que c'est un truc qui met en jeu à la fois l'instinct, ton sens de comédien, ton sens de l'imaginaire. Et on peut pas. Il y a beaucoup de gens qui nous disent on voudrait faire des cours de comédie. Cours de comédie, super, apprendre des émotions, apprendre comment on joue. Mais savoir comment faire. Je peux pas expliquer comment je peux. Heureusement, oui, mais il y en a qui tu vois, qui veulent apprendre. Mais c'est pas un ça. truc, hein. C'est pas un truc, non. Il n'y a pas de tuto sur internet là-dessus. Toi, Pascal. Mais moi, je sais que quand je vois un personnage, quand on m'appelle pour un personnage, déjà, physiquement, ça change beaucoup. Par exemple, si je prends deux exemples entre Kirua, qui est un petit garçon, donc un skate, etc., machin, et puis la jeune femme dans Les Animaux Fantastiques, le port de tête n'est pas le même, la gestuelle n'est pas la même, l'époque n'est pas la même, elle porte un chapeau, donc déjà, voilà. Et en fait, pour essayer d'avoir une voix, moi je la change pas, c'est ma voix. On a tous des intonations différentes, quand on gueule, quand on dit, quand on rit, quand on est en colère, quand on dit je t'aime à quelqu'un qu'on aime, etc. On a tous, notre voix, enfin voilà, elle module et on le fait tous. Après, c'est savoir comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on travaille avec ça. Moi, c'est par rapport à l'image et je me fais l'histoire de ce personnage et donc cette fille, si elle a un petit bibi des années 30, elle peut pas être comme ça, elle porte une jupe, elle peut pas être comme ça, elle peut pas... Donc la colonne d'air, tout ça, c'est des petites choses physiques qui font qu'à un moment, je vais faire une proposition possible ou pas possible, qui va être bonne, mauvaise, c'est pas la question, mais c'est quelque chose par rapport à ce que je comprends avec quelques adjectifs ou quelques trucs qui résonnent dans mon cerveau et j'essaye de traduire ce qu'on me demande avec la voix en fonction de différents critères, aussi bien qui vont par rapport au caractère du personnage et par rapport à son physique. Et ça, voilà, c'est comme ça. Oui, moi je dirais la même chose que Pascal, c'est-à-dire qu'effectivement, on est inspiré par l'image et puis on essaye de l'incarner avec ses mimiques, avec ce que ça nous apporte et ce que nous on va réussir à projeter par rapport à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent. Et c'est vraiment, ça fait partie énormément de l'imaginaire. Je pense que pour être un bon comédien, il faut vraiment avoir un grand imaginaire et se laisser bercer, pas avoir d'a priori, essayer des trucs quoi. Et puis des fois on tombe à côté, on est nul, mais c'est pas grave, on se le dit, et ouais, on dit ouais, non franchement là c'est pas top. Et puis il y a des moments, paf, tu dis... Et c'est vrai que l'histoire des personnages c'est hyper important, par exemple quand tu fais un petit Goten et Trunks qui font la fusion et qui parlent ensemble, et ben en fait ils ont... Si vous écoutez bien, ils ont pratiquement tout le temps ils ont tous les deux la même voix, ils ont ma voix, tout simplement. Sauf qu'il y en a un qui est guerrier
et qui veut pas se laisser faire, et puis l'autre qui est naïf et qui reçoit tout de l'autre, voilà. Et donc, ce qui fait qu'ils sont différenciés, mais ils sont différenciés par leur caractère et par leur façon, effectivement, de parler, de s'exprimer. Il y en a un qui va être très dominant et l'autre complètement naïf, et ça va faire la différence. C'est ça qui va donner les deux voix, alors que finalement, il n'y en a qu'une. La façon de, peut-être aussi... De parler. Voilà, de parler, d'attaquer d'attaquer les mots, de dire les mots. Quand tu parles effectivement d'un personnage guerrier ou quelqu'un qui est plus en retrait, même peut-être la façon d'ouvrir la bouche. Enfin, c'est des choses, on a une architecture et il y a un son qui en sort, et c'est comme un instrument, c'est-à-dire que en fonction du placement, de la façon dont on met, si c'est en avant, si c'est des trucs fermés, etc., ça ne donne pas du tout la même énergie, et donc ça peut varier un petit peu, pas beaucoup, mais suffisamment pour que pour qu'on reconnaisse l'énergie du personnage qu'on a, voilà, qu'on donne. Ouais, t'as un petit Goten qui va dire « Tu viens, on va faire la fusion ?» Et t'as Trunks qui va dire « Ouais, à chaque fois que tu fais la fusion, tu te trompes, alors on va encore être des tortues. Alors vas-y, fais la fusion, Goten. » « Fusion A !» Non, c'est pas fusion A, c'est fusion A !» On l'applaudit quand même. Et tu vois, pour répondre à ce qu'on disait ensemble sur le travail de l'imaginaire, en fait, le comédien a vraiment un travail de l'imaginaire et du culturel à l'intérieur de lui. Je vous donne un exemple. Moi, on me demande un jour de faire un serial killer, mais vraiment. Il y a un personnage vraiment comme dans la vie, quoi. Non, mais je veux dire, si on pense que dans la comédie, il faut être un peu genre acteur studio, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qu'est un serial killer, ce qui peut être une manière de faire. Mais par contre, le travail imaginaire, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, par exemple, je vais prendre 3 ou 4 exemples de choses. Comment parlerait, par exemple, on parlait de choses, entre guillemets, une araignée. Comment parlerait, si je veux, des inflexions de Doc vers le futur, à qui je ressemble un peu, de Voldemort, puisqu'on a l'habitude d'entendre, et puis d'un schizophrène total, pour faire justement le truc. Donc, il y a 4 éléments que dans mon cerveau, j'essaye de combiner. Donc l'araignée serait « Je vais te dire, je connais Brigitte Lacordier ». Le Doc ferait « Oh, tout à fait », etc. Et Dumbledore. Voldemort, c'est plutôt « Oui, Pascal Chemin est extraordinaire ». Voilà, etc. Plus un schizophrène qui partirait dans les hautes. Donc après, tu prends ça et tu malaxes dans ton imaginaire pour donner un truc où tu dois, justement, comme disait Pascal, tu dois donner des inflexions de... C'est là où ton travail de pâte à modeler interne doit fonctionner. Donc tu vois, c'est... je vais te dire une chose, c'est pourquoi j'aimerais trop voir ces enfants et peut-être faire des choses avec... Ce qui est horrible. Épisode. Parce que comme tu l'as imaginé dans ta tête tel que ça, en fait, après, t'as pas besoin d'avoir un enregistrement pour dire fais voir quelle voix je faisais. En fait, tu vois l'image et hop, immédiatement, ton cerveau, il se branche sur l'image et la voix, elle sort telle que tu l'as créée. C'est un peu magique, ça. Des fois, on me dit, mais comment tu fais Mais en fait, je fais rien. C'est juste mon cerveau qui s'est branché à un niveau d'imagination sur un personnage. Et c'est rigolo, ça. Vous aussi, ça vous fait ça? Oui. Et d'autres questions intelligentes ou pas? Voilà. Au fond, là-bas, il y en a... Criez, allez-y. J'avais une question. Quand vous avez fait l'imagination de la cuillère et du yaourt, comment vous avez su... est-ce que vous avez jauré pour venir au thème? Est-ce que vous avez jauré la cuillère ou non, comme c'est une? Vous avez Jauré la cuillère. Et un yaourt, c'était masculin. Est-ce que le yaourt Oui, mais c'est intéressant parce que ils avaient genré, ils avaient genré, comme je dis comme nom. Oui, enfin, ils avaient genré, puis à la fois, non, c'était subtil, c'est les publicitaires. C'est-à-dire que le yaourt, et ça c'est marrant, le yaourt était masculin, et c'était il y a 25 ans, hein. Donc il était, peut-être que d'ailleurs ça changerait maintenant, mais il était séducteur. Et il fallait qu'il y ait délicieux. Et délicieux, bien sûr. Par contre, la cuillère était, comme tu dis, genrée, mais tu sais pas si c'est un peu ridicule, mais en même temps,
on ne sait pas si c'est une cuillère masculine ou féminine, ça c'est sûr. Donc quelque part, ça c'est aussi un sens publicitaire. On va caresser, si je puis dire, dans le sens du poil, les hommes et les femmes. Mais c'est vrai que c'est une bonne question, genré, j'aime bien. Moi, j'avais travaillé sur un personnage qui s'appelait Krona, dans Heather Soul, je crois, ou un truc comme ça. Et on m'a dit tout de suite d'emblée, on ne sait pas si c'est un garçon, on ne sait pas si c'est une fille, et on ne veut pas savoir. Et donc, voilà, c'est après, rester dans une chose qui finalement n'est pas qui n'est pas si importante que ça, mais il fallait, comme tu disais, qu'il y ait des subtilités ou des choses, on ne sait pas trop, et c'est peut-être ça qui rend le personnage un peu étrange, mais surtout ne pas se positionner par rapport à quelque chose. Et c'est vrai que je n'ai pas le souvenir de l'avoir imaginé sexuellement parlant, c'est-à-dire soit un petit garçon, soit une petite fille, ce personnage-là. Et donc ça permet de rester sur des trucs un peu mouvants qui sont... voilà, c'est le genre. Another question? Allez-y. Allez-y. On ne nous entend pas. Ouais, Est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser ou d'être dérangé par des dialogues ou par le message Et est-ce que ça nous est arrivé d'être dérangé par des dialogues ou le message qu'on devait faire dans le doublage ou dans la publicité ou dans d'autres choses? Partout. De manière assez générale, au thème en particulier par rapport au féminisme, enfin, surtout si vous avez vraiment vu au cours des décennies la société évoluer, tout ça, j'imagine qu'il y a des choses qui devaient être acceptables, normales il y a 30 ans, et qu'aujourd'hui c'est inimaginable. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'en refuser déjà? Moi, oui. Oui, non mais c'était simplement parce que c'était, ça vous fait rire, ce qu'on m'a demandé d'être la voix au second tour de Nicolas Sarkozy. C'est vrai, j'ai eu ça. Et j'ai dit non, je ne vendrai pas un truc comme ça. Non, le truc qui m'est arrivé le plus, et ça j'ai un vrai souvenir, on m'appelle un jour, alors c'est marrant parce que c'est un peu sur ce que je vous disais juste avant, on m'appelle un jour pour travailler avec Yves Régnier, le commissaire Moulin, pour vous rappeler, et on m'appelle en disant, voilà, tu fais un truc avec le commissaire Moulin, c'est toute une série. Vous vous rappelez ces DVD qui étaient vendus dans les kiosques, 2,50 € chez votre marchand de journaux. Là, il se rappelle Del Prado. Et donc voilà, et on m'appelle et on me dit, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, et je me retrouve à ce que Yves Régnier fasse tout le commentaire, donc le narrateur, et moi je dois faire ce qu'on appelle des voice-overs. Vous voyez les voice-overs, ce que c'est des gens qui parlent en anglais, on parle par-dessus, etc. On fait tout. C'est one day, ce jour-là, tu redis ce que disent les gens. Et en fait, la série, c'était sur, encore une fois, c'est marrant qu'on parle, sur les serial killers. Et en fait, mais c'est vrai, c'était ça. Et j'ai commencé à faire, et je faisais tous les avocats, les journalistes qui posaient des questions, et je faisais les serial killers qui étaient interviewés en prison. Et à l'époque, je me rappelle, ma femme était enceinte, et Seven est sorti. Vous vous rappelez Seven, qui finit très très bien comme film, c'est vraiment très agréable à regarder. Et passons. Et pourquoi? Et je me suis retrouvé à dire des choses vraiment totalement réelles de serial killers qui parlaient, qui disaient, ben voilà, moi je choisis. La question c'est, mais comment vous choisissez, c'est ça qui m'a fait percuter, comment vous choisissez vos victimes? Ah ben, tu voyais une main sur un volant, sur une route du Texas, et il disait, ben non, c'est cette voiture-là qui passait, tac, qui se retournait, et c'était elle. Et ça, j'ai dit, ok, c'était un gros contrat, hein. J'ai dit, voilà, je finis ça, mais vous trouvez quelqu'un, je ne veux pas que ma voix serve, parce qu'on sait qu'on fait les choses bien, et donc je veux pas que ma voix devienne, entre guillemets, non pas fascinante, c'est pas que j'ai une voix fascinante, mais aide à vous faire fasciner ce genre de personnage. Donc j'ai annulé totalement, voilà, je vous ai raconté ma vie, il y aura une interro à la fin. Alors, en tout cas, c'est un truc qui était très important, hein. Pour moi, c'était impossible d'aller dans ce sens-là. Moi, je me souviens, et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube là-dessus, les débuts de Dragon Ball, en fait, où il y a Goku qui découvre Bulma, et j'ai des mots horribles, en fait, qui passaient, mais complètement lambda, au moment où je les ai dit dans les années 80.
Et en les réécoutant, là en faisant ma chaîne dans les années 22, quoi, tu fais c'est moi qui ai dit ça. Du style quoi Genre, je sais plus mal, elle me dit, vous vous souvenez pas de cette scène? Elle sait plus un truc et je lui dis, mais c'est normal, t'es une fille. On est dans le sujet là, hein, franchement. Il y avait plein de trucs comme ça dans les tout débuts de Dragon Ball et en fait à chaque fois qu'elle parlait, en fait elle se faisait rabaisser par les garçons autour d'elle et ça passait, c'était quelque chose qui était tout à fait banal et en me réécoutant je fais ah non, j'ai pas dit ça. si, il y a l'enregistrement. Ok, d'accord. Et c'est dingue, parce qu'aujourd'hui on me demanderait de dire ça, je dirais, quand même, on peut pas changer la phrase, ou on peut pas la tourner autrement, etc. Ou alors la tourner en dérision et tout, et voilà. Mais comme quoi Mais peut-être qu'au Japon c'était fait au 2e degré, et que nous on l'a pris au 1er degré aussi. Mais comme quoi, c'est vachement vrai, parce qu'on est tous là, et Bibi dit une phrase comme ça, et tout le monde fait wow. Donc il y a quand même, même si c'est pas parfait, il y a une évolution sur cette image-là quand même, hein, ça c'est sûr. Mais c'est pareil quand tu vois les Césars, je m'excuse de... Vous voyez les Césars, on a vu des reportages il y a 20 ans, et tu te dis c'est pas possible. C'est impossible, tu vois. Non mais c'est, je veux dire, t'avais des présentatrices qui arrivaient, puis les sketchs avec les gars qui regardaient au niveau des seins en faisant... Non mais je te jure, il y a quand même une évolution quand même là-dessus, tu vois. D'autres questions? Ici, on en a une, je passe le micro. J'ai une question pour Brigitte. Dans Dragon Ball, est-ce que vous avez préféré doubler un personnage plutôt qu'un autre? Et si oui, pourquoi? En fait, moi je prends plaisir à doubler tous mes personnages parce que je m'amuse. Parce que mon métier c'est de jouer et je joue volontiers avec mes personnages. Mais dans les caractères des personnages, oui, il y en a que je préfère et notamment mon préféré est... j'aime bien Goku quand il est petit, mais je préfère Gohan. Parce que Gohan, c'est le plus fort et qu'en fait, il n'a pas du tout envie de se battre. Il est plus sensible que les autres. Il aime réfléchir, il travaille bien à l'école. Voilà, et c'est un personnage que j'aime bien. Voilà. Et qu'il est très solidaire, ce qui fait que quand... il sait qu'il est le plus fort, mais il veut pas frapper. Mais quand ses copains ou sa famille est embêtée, il y va, quoi. Tant pis. Et j'aime bien. C'est Will Smith, quoi. Non, justement, c'est tout le contraire. Une autre question intelligente? Est-ce qu'il y a toujours eu une égalité des genres dans le monde du doublage, où à un moment c'était plus les hommes, ou je sais pas quoi, ou les femmes qui étaient favorisées? Alors, globalement, il y a plus de comédiennes, en général, je vais parler de la France, en France, et plus de jeunes femmes ou de vieilles femmes qui font du doublage dans cette branche du métier. Et paradoxalement, il y a moins de rôles féminins, que ce soit donc ce qu'on disait au cinéma, au théâtre ou lorsqu'on double les films ou les dessins animés. Donc il y a un petit engorgement et donc je pense que pour les jeunes femmes, jeunes et vieilles, on est moins bien servi entre guillemets que les hommes. Voilà. Ouais, c'est ça. Oui, il y a moins de rôles globalement pour les femmes. Et on est plus nombreuses. Voilà. C'est moche. Ouais. Par contre, dans la publicité, ça s'est globalement énormément retourné. Ah oui, ouais. Et c'est très très bien, mais ça s'est vraiment beaucoup retourné. C'est-à-dire qu'avant, c'était honnêtement impossible qu'une femme vende une voiture, encore une fois. Ça n'existait pas. Maintenant... Alors, il y a un truc dans la publicité qui est assez marrant. C'est que, vous voyez, moi quand je produis des choses et que je fais appel à des amis comédiennes, quand on demande des gens qui jouent beaucoup, comme ces deux charmantes personnes, ça va. Mais c'est très difficile de trouver d'abord des textes de publicité où ça joue énormément pour les femmes. C'est-à-dire qu'on accepte que des hommes fassent des rôles dans la pub de fous.
de barrer. Je prends l'exemple, vous connaissez peut-être pas, moi je fais une campagne netto, ça s'appelle le full netto. Le mec il est barré total. Si une femme fait ça, on pense vraiment que ça marche pas. Elle est hystérique. Un mec c'est un fou, encore une fois, etc. Et en fait ça c'est vraiment problématique. Et on va pas donner des rôles qui sortent un peu oui, c'est très stéréotypé. Par contre, maintenant, on peut tout à fait... Il y a énormément d'agences de publicité qui préfèrent vraiment que même les choses les plus masculines, par exemple, même les voyages avant, les voyages, c'était vraiment des hommes qui vendaient ça. Maintenant, pratiquement, je dirais pratiquement plus. Même les bandes annonces. Oui, mais on voit aussi maintenant des hommes qui font la lessive. Autrefois, de ma génération, c'était même pas en rêve. Hein. Un mec qui fait la lessive, le mec, franchement, on se demande. Hein. Moi, je me souviens sur Mass Effect, par exemple, puisque Femme Shep et Homme Shep ont exactement les mêmes dialogues, qui avaient des scènes d'alcoolisme à la citadelle, etc. Et moi, on m'avait demandé de pas trop montrer, enfin, de pas donner beaucoup de signes joués d'alcoolisme, parce que pour une femme, c'est pas super bien. Je suis désolée, qu'une nana soit bourrée ou qu'un mec soit bourré, de toute façon, c'est pas top. Mais il y avait une espèce de censure comme ça. Il y avait une espèce de censure comme ça. Et pareil pour les scènes au pieu entre gonzesses, où on m'avait demandé de les refaire et d'être un peu moins explicite. Oui, parce que c'était une battante, c'était une commandante, donc une commandante, elle ne pouvait pas, moi je suis désolée, une femme, qu'elle soit en cuirasse ou qu'elle ait un tutu, etc., quand elle est au lit avec n'importe qui, homme-femme, il y a sa part qui... Mais là, non, il faut pas trop... Donc il y avait une espèce comme ça de petite censure, et on avait refait des scènes. On avait réenregistré certains audios qu'on trouvait un peu trop... explicite. Moi, je trouve ça bien d'expliquer l'amour, j'en sais rien, je trouve ça bien. Explique-moi l'amour, s'il te plaît. Non, tu veux, je veux. Moi, je disais vive Pipoudou quand même. Pipoudou. C'est ma dernière œuvre. Ouais. Magnifique. Magnifique. Une autre question? Alors excusez-moi, mais vu l'heure, je pense que ça va être la dernière question. Non, on reste là jusqu'à 16h demain. Regarde toutes les questions Regarde. qu'il y a encore. Non à la censure. Ouais. Au revoir. Et ils s'en vont déjà. Allez travailler à l'école, hein, s'il te plaît. Je vais vérifier, hein. Toi aussi, fais attention, je te surveille. Le mec, il veut partir. Le mec, il se prend. Allez. Quoi? Ah, c'est moi qui m'avais. Ah, une question, une dernière question, alors là-bas. Là-bas? Ah, le micro, alors, allez. Vas-y. Alors, c'est une question qu'on pose à beaucoup de comédiens de doublage, dont notamment certains de mes collègues, mais qu'est-ce que vous pensez concrètement du doublage amateur? C'est-à-dire ceux qui se postent régulièrement sur Internet, par exemple la confrérie de la table basse, Alors. ou les gens... Alors. Ouais, c'est ça. Ouais, on reste. Ouais. Alors, moi je vais répondre parce qu'effectivement, c'est absolument formidable d'être ici, de parler de notre métier, de vous rencontrer, on fait des choses qu'on aime, etc. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même, comédien, c'est un métier. Donc, qui dit métier, dit qu'il y a quand même une forme d'apprentissage qui peut passer par la musique, qui peut passer, etc. C'est très bien que des gens, pour le fun, s'amusent, prennent du plaisir à faire du doublage. Mais le métier, ça n'est pas ça. C'est parce que arriver à faire, effectivement, à lire une bande rythmo, à essayer d'incarner des choses, c'est super. Mais simplement, quand on vous demande de refaire la prise plusieurs fois, comment est-ce qu'on dose le sentiment, comment est-ce qu'on fait pour être accord, comment est-ce qu'on fait pour prendre tel mot, etc. Parce que quelquefois, ça se passe comme ça. C'est-à-dire 9 heures de studio. Oui. Oui, on fait ça pendant 8 heures, 9 heures, etc. Et puis, garder la voix, apprendre à ce qu'elle ne se fatigue pas, garder l'énergie du personnage, etc. Tout ça, c'est un travail, c'est un apprentissage. Donc,
je ne voudrais pas, je vais peut-être pas me faire des amis là, mais j'en suis désolée, je ne veux pas que ça donne l'impression que c'est facile et que c'est à la portée de tout le monde. Moi, j'adore faire du pain chez moi, je ne suis pas boulangère. Et je respecte mon boulanger, je n'irai pas vendre le... Pourtant, mon pain est excellent. Vous voyez, non, mais c'est ça que je veux dire. C'est pareil pour un fleuriste, c'est pareil pour tous les métiers. C'est-à-dire qu'on peut y prendre du plaisir, on peut s'amuser, mais ça n'est pas représentatif du métier. C'est une petite partie qui est un aboutissement, mais le fait d'y arriver, le fait de bosser régulièrement, d'avoir confiance en soi, d'être dirigé, parce que ce que la personne fait, quand elle fait un truc pour les réseaux sociaux, etc., où elle s'amuse, elle n'est en général pas dirigée par quelqu'un. Or, nous, on est dirigé soit par un metteur en scène, soit par un directeur artistique qui attend, qui souhaite entendre quelque chose de particulier. C'est pas nous qui... Enfin, moi, je ne suis que comédienne, je ne suis pas DA, donc je me fie à ce que mon DA veut, et c'est pas moi qui impose quelque chose. Donc, il faut que je sois capable d'écouter ce qu'on me demande, d'écouter, et d'arriver à essayer de retranscrire ça. Donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est formidable, mais les comédiens ne sont pas sur les réseaux sociaux à faire ces bandes rythmos. Voilà. C'est mon point de vue, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec vous, mais et si je suis à des conventions, c'est pas forcément pour parler de moi, c'est pour parler du métier en général. Mais de toute façon, c'est très très bien que les gens essayent de faire des choses, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas du tout de problématique par rapport à ça. Il y a ni mais, comme tu disais l'exemple du pain, je dirais c'est comme un pâtissier qui dirait « Ok, je suis super bon pour faire les gâteaux pour mes copains, pour mes amis, j'adore le samedi. » Là, on est en train de parler de quelqu'un qui dit « Ok, je suis bon pâtissier, donc j'ouvre une entreprise de pâtisserie, j'ai un magasin, il faut que je vende mes pâtisseries et que les gens les aiment et que c'est une entreprise entière, c'est un ensemble de choses. » Donc c'est pas le fait que c'est pas grave d'être amateur, tout le monde est amateur quelque part. Mais il y a pas, mais oui, amateur ça veut dire mais c'est bien ça. Mais à un moment donné, il y a aucun problème là-dessus. Après, ce n'est qu'un travail de débutant pour ensuite apprendre et à utiliser. Aucun problème, chacun fait ça. Mais c'est quand même très rare. Je te laisse Bibi parce que je voudrais expliquer un truc. Je vous fais très vite là. Il y a comme Brigitte sur ma chaîne YouTube dans 3 semaines, j'ai une très grosse vidéo qui sortira et qui est exactement ce que l'on vient de parler. Cette vidéo, c'est devenir une voix. Et j'ai fait ça exprès parce que je reçois 250 messages par semaine, comment devenir une voix. Pas de problème. Donc j'ai pris le point A jusqu'au point Z pour, si vous voulez, savoir ce que c'est que ce parcours, donc le parcours du combattant. Et c'est très simple. Je vous le fais en 2 secondes. A, vous devez savoir si vous êtes comédien. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes comédien, si vous savez émouvoir, faire pleurer, faire rire, etc. Et c'est pas les communions ou les bar mitzvahs, hein. C'est vraiment, ok, vous savez le faire. Ok, ça veut dire que si vous voulez être comédien, vous allez prendre, comme dit Pascal, des cours, que ça soit n'importe quoi, comme Brigitte, des cours de cirque, des cours comme moi de musique, des cours d'improvisation. Vous allez constituer des équipes autour de vous pour faire des courts-métrages, pour confirmer que vous êtes bien, c'est ce métier-là que vous allez faire. Donc, vous avez décidé que vous êtes comédien, vous allez donc travailler comme si vous alliez à la salle pour faire des pompes, pour avoir des abdominaux, hein, c'est pareil. Et puis ensuite, vous avez décidé de devenir comédien, et là, il y a la première décision qui commence à intervenir. Et la première décision qui va intervenir, c'est de savoir que 80%, j'ai bien dit 80%, je dis pas 100%, 80% des projets qui se font sur ce qu'on fait, se font 20 km autour de la Tour Eiffel. Donc vous devenez, à ce moment-là, parisien. Il faut le vouloir. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que pour une simple et bonne raison, si on doit faire, nous 3, un dessin animé, il y a un micro, il faut que ça soit le même micro, la même salle. Ok, et que tout le monde est là-bas. Les agences de pub, les sociétés de doublage, etc. Donc vous avez décidé de venir à Paris. On ne vous accueille pas les bras ouverts. Non, 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 non. Vous arrivez et là, vous devez trouver d'abord à vous loger et aussi à survivre. Ben, si vous avez des parents comme Pascal, ses parents ils sont absolument milliardaires, donc c'est bon. Et donc vous devez arriver et donc vous devenez, excusez-moi, ce qui s'appelle, vous devez devenir entre guillemets des intermittents du spectacle. Et dans le mot intermittent du spectacle, il y a le spectacle, votre passion, mais surtout il y a le mot intermittence. Et donc l'intermittence, c'est que c'est pas tout le temps. Et ensuite, il va falloir vous faire connaître des décideurs. Les décideurs, c'est-à-dire les producteurs, les agences de pub, les sociétés de doublage. Donc, pour être des décideurs, vous devez vous montrer, savoir ce que vous faites et qu'est-ce que vous savez faire. Quelles sont vos possibilités vocales. Donc, vous faites une bande démo.
Donc vous payez la bande démo et ensuite la bande démo, il faut que vous ayez un magasin pour montrer votre bande démo. C'est un magasin virtuel qui s'appelle, eh bien, un site internet, etc., 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 etc. Et après, il faut être choisi. Oui, excuse-moi, parce que je te donne tout de suite. Et ça veut dire que quelque part, on croit, parce que c'est génial, que ça s'appelle du show business. Non, ça s'appelle du business show. C'est pas la même chose. Et moi, je voulais rajouter une chose qu'il faut vraiment savoir quand on veut faire ce métier, c'est qu'on ne choisit pas nos rôles. On nous appelle parce qu'on a pensé à nous pour ce rôle. Nous, on n'aurait peut-être pas pensé à nous pour ce rôle. Mais il y a quelqu'un qui nous a vu jouer dans une pièce ou dans un film ou dans un dessin animé et qui a pensé à nous pour ce rôle. Vous, quand vous faites un truc amateur, vous choisissez la scène et vous la répétez, vous la faites, et vous la faites bien, d'ailleurs, souvent, et le résultat est chouette. Sauf que nous, on va recevoir un coup de téléphone. « Salut Brigitte, t'es libre le 22 ?»« Oui, tu vas venir l'après-midi travailler. » « Ok, je suis libre, j'y vais. » Et puis là, je vais tomber sur une super nana, ou un petit garçon, ou une table, ou une mouche, ou une cuillère, ou un yaourt. Et là, immédiatement, il va falloir que je fasse yaourt, ok. Grosse bonne femme, ok. Méchante fille, ok. Petit garçon, ok. Et il y en a qui vont parler vite, il y en a qui vont parler lentement. Il va y avoir des scènes de pleurs, il va y avoir des scènes de rire, il va y avoir des scènes de toutes sortes. Et ça, il faut les jouer tout de suite. C'est immédiat. Et si tu peux pas les jouer tout de suite, on dit, c'est quoi, t'es pas un comédien, tu peux pas. Voilà. Et c'est ça qu'il faut savoir. C'est que y a plein de gens qui me disent, je voudrais faire du dessin animé, mais moi j'ai jamais choisi de faire du dessin animé. J'adorerais faire des grands films, des trucs autres, mais on m'appelle pas là-dessus, on m'appelle sur du dessin animé parce que je fais marrer les gens. Et ben, je fais marrer les gens. Mais voilà, mais c'est tout, quoi. On dépend du désir des autres. Des autres. Ouais. C'est très vraiment différent que de faire son propre désir. On dépend du désir des autres. Oui, c'est exactement ça. Et il faut vraiment comprendre que nous, on a la chance, parce que ça fait longtemps qu'on est là, parce que aussi, ça s'est très starifié. Regardez, on est là sur scène à vous parler. Il y a 10 ans, ça n'existe pas. Je veux dire, bon, après, il y a les réseaux sociaux, il y a Brigitte Lecordier, pareil. Et moi, j'étais qu'un yaourt et une bière. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'est starifié, donc tout le monde veut faire ça. Mais en même temps, quand je disais tout à l'heure, un peu très intelligemment, entre guillemets, que c'était pas du show business, c'est du show business, mais en fait, il faut le tourner du business show, ça veut dire que le contexte économique, que ça soit des films, des publicités, des documentaires, des billboards, des voix de radio, c'est que les gens qui vont décider, il faut que vous répondiez précisément à ce qu'ils veulent. Et ça, à leur demande. Et quand vous avez, au niveau du doublage, le niveau, il est là, le doublage, il est énorme. La qualité, en plus les doubleurs français, les comédiens de doublage. Oui, voilà. Avec le grand, tu vois. Non, les comédiens de doublage, le niveau est tellement incroyable que les DA, comme Brigitte, vont choisir le haut du panier. Donc vous, quand vous arrivez, et c'est pas quelque chose de négatif ce que je dis, puisque c'est comme dans toute vie, c'est comme si je vous disais, vous me dites, je vais pas ouvrir ma boulangerie ou ma pâtisserie, parce que dans la rue, il y a déjà 10 boulangers. Tant pis, si tu te sens que tu es le meilleur boulanger, tu y vas. Mais il faut bien penser qu'il y a quand même 10 boulangeries en même temps, et que les gens sont habitués au pain. Donc pour les faire venir dans ton magasin, va falloir que tu l'éclaires d'une certaine façon, ou que tu couches, mais ça c'est autre chose. Après, moi je dis, il faut aller au bout de ses rêves. Hein. Oui, donc si c'est ton rêve, continue ce que tu fais et professionnalise-toi, c'est-à-dire prends des cours de théâtre et cours et va dans les studios et mouille ta chemise, quoi. Et reste pas chez toi dans ton... Non, mais voilà. Oui. Moi, ce que je dis, c'est que ça n'est pas représentatif. Mais après, bien évidemment que il faut aussi faire ce qu'on aime, prendre du plaisir, s'amuser avec ces instruments ces outils qui sont donnés là. D'ailleurs, je crois qu'il y aura tu vas pas animer un atelier demain? Oui. Non. Voilà. Donc c'est très bien, c'est très bien de s'amuser, c'est très bien d'y aller, c'est très bien de voir si c'est dur, etc. Mais ça n'est pas
le métier. Voilà, c'est pas tout à fait ça. Oui, sur ça, scène, mais là, on il peut faut y aller. s'amuser sur une Oui, scène, mais voilà. Oui, oui. Et ça peut marcher immédiatement, mais ça ne marche pas toujours immédiatement. Bien sûr. On a le droit de déborder. Ouais, on a le droit de déborder de questions. 6 heures. 13 minutes, encore 13 minutes. Au revoir, au revoir. Comment tu t'appelles? Jules, t'es en train de partir. Oui, tu es une star, Jules, tu es une star. Question. Non, c'est bon, on a encore 13 minutes, hein, si vous voulez rester. T'as donné le micro? Oui, micro. Micro. Bah vas-y, donne-le à quelqu'un. C'est bon, c'est la question. Hein. Pourquoi tu pars? Au revoir, mesdemoiselles. Qu'est-ce que vous faites à manger ce soir? Le mec pas mal chaud, tu sais. Le mec, qui a tout compris du truc. Alors tu es viré. Ouais, je sais. Alors, pardon. Alors, puisqu'on parlait Plus fort. Puisqu'on parlait du rapport entre genre et culture geek, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de choses que vous auriez aimé jouer, mais qu'on vous a jamais donné en rapport avec votre genre? J'ai pas compris. J'ai pas tout compris. Mais comme t'as le masque devant la bouche, c'est difficile. Est-ce hein. que tu aurais aimé jouer un rôle oui. qui n'est pas de ton genre, mais que Ah, tu de aurais mon aimé genre, de jouer? mon genre. Ah oui, c'est bien ça. Oh, c'est bien ça. Moi, j'aurais aimé jouer Dark Vador, mais j'ai été refoulée. Non, mais c'est vrai qu'il y a des rôles féminins qui sont extraordinaires. Moi, il y a des trucs, ça me fait pleurer tout le temps. Dans La couleur pourpre, ce que faisait Whoopi Goldberg, par exemple. Mais aussi dans la pop culture. C'est pas beaucoup plus La couleur pourpre? Si, ça marche. Ça marche, c'est pas la geek culture. Non, c'est difficile comme truc, hein. T'as une idée, toi? C'est une bonne question, mais en fait, on n'a pas d'idée. Ah, si tu nous poses la question, si des rôles de copains qui ont fait qu'on aurait voulu faire, oui, moi j'aurais adoré faire le génie d'Alanin que fait Richard, tu vois, par exemple. Mais oui, les rôles féminins, je sais pas trop en fait. Moi j'aime pas les femmes, donc j'en fous. Ouais, allô chérie? Ah non, je parlais pas de toi. Ouais, c'est dur, hein? Excellente question, t'as vu comment on est... Et tu vois, ça fait certainement aussi appel à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à l'imaginaire. C'est que du coup, il faut s'imaginer en train, dans la peau d'un mec à l'image, toi. Et tu te dis, en fait, on est loin de ça, hein, c'est dingue. Si, la maman de Kirikou, j'aurais bien aimé faire. La maman, je déconne pas, la maman de Kirikou, pas la sorcière, mais la maman de Kirikou qui est d'une grande douceur et qui est voix africaine, trop bien. Voilà, si... Oui, mais oui, enfin, dans les films, oui, mais après je cherche en jeu. On n'a pas envie ni d'être une femme ni d'être un homme, hein, quand même. Oui, non, non. Non, mais moi, il y a un personnage que j'aime beaucoup dans une série dont la première saison était très bien, qui s'appelle La Casa des Papel. J'aurais bien aimé, le rôle de Berlin, je le trouve fascinant. Je le trouve fascinant parce qu'il est extrêmement complexe. J'aurais adoré avoir un personnage complexe, un beau salaud, mais qui en même temps se sacrifie. Par exemple, j'adore ce personnage, indépendamment de son physique. Moi j'aurais bien aimé être moi franchement, au bout du compte, si je le fais un jour, j'arrête pas qu'à là-dessus, sérieux, c'est d'être un yaourt féminin. Vous avez d'autres questions? D'autres questions? Il a disparu notre microman. Non, il est là. Microman! T'as vu? Bonjour. 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 Est-ce que vous avez déjà fait des doublages pour des sagas audio, livres audio, tout ça? Et est-ce qu'il y a aussi des bandes rythmo? Parce que du coup, est-ce que le métier est accessible si on ne peut pas avoir accès à la bande rythmo? Alors, moi, j'enregistre beaucoup de livres audio. Je fais beaucoup de livres audio pour une plateforme qui s'appelle Audible. Voilà. Après, non, pour l'instant, je ne crois pas qu'il existe de bande rythmo. Livre audio, c'est ça qui... Non. Alors pour les livres audio, il n'y a pas de bande rythmo. Hein. Le livre audio, on lit le livre. C'est un texte. C'est un texte qui est imprimé et qui est lu. Après, je ne sais pas s'il y a
si le travail, mais comme quoi, pourrait s'ouvrir à des malvoyants ou non-voyants. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de bande rythmo en braille. Non, mais ouais, ça serait intéressant. Mais voilà, je ne pense pas que ça existe. En revanche, mais oui, quand on fait de la création de voix, on peut très bien ne pas pouvoir lire physiquement. C'est-à-dire qu'on peut te donner le texte et tu peux le jouer à ta façon. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, toi, un dessin animé comme Petite Mort, par exemple, moi j'ai un texte sur du papier. Et du coup, je joue comme j'ai envie de le jouer. Donc si on me donnait les phrases les unes après les autres, avec les intentions qu'il faut, c'est possible. Mais c'est vrai que ça serait quand même un peu compliqué. Oui, mais là la complexité aussi, c'est qu'il faut synchroniser du son qui vient d'un côté et l'image qui vient de l'autre. Et pour synchroniser ça, il y a des contraintes techniques qui sont les ouvertures de bouche, etc., que l'on décèle, c'est ça, avec le regard. Donc, donc même s'il y avait une bande, ou alors il faudrait que la bande rythmo en braille, qu'on puisse pas dépasser, enfin, il faudrait quand même que ce soit extrêmement synchrone et que nous, personnes jouant et déchiffrant cette bande rythmo en braille, on ne s'appuie pas sur l'œil pour voir si on est synchro ou pas. C'est ça. Et quand même, on est nourri par l'image, mais on s'appuie sur l'image aussi pour, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, pour essayer de restituer quelque chose. Donc je pense que ce serait assez compliqué, mais ce serait assez intéressant aussi. En fait, en livre audio, c'est possible, en revanche. Parce que du coup, tu peux lire en braille. Tout à l'heure, surtout, on était à l'atelier de la table basse. Ouais. Et on a bien compris qu'il y avait de la bande rythmo partout. Bah, c'est normal. C'est normal, c'est notre guide. Tu étais là quand je l'ai fait, ouais. Oui, c'est notre guide. Et c'est le guide aussi pour les ingé-sons. C'est-à-dire qu'on est tous guidés par cette bande qui va tous nous mettre en place par rapport à l'image, par rapport au voyant, c'est mouvement difficile. Effectivement. Tu voulais... Mais par contre, si un roman était disponible en braille, rien n'empêcherait quelqu'un connaissant cette langue et s'appuyant sur ces signes-là pour l'enregistrer. Mais parce qu'à ce moment-là, c'est à son propre rythme. Tandis que dans une synchro, ça n'est pas notre propre rythme. C'est le rythme d'un comédien, de l'image. Et c'est le rythme de l'image. Oui, parce que c'est impossible qu'au niveau du braille, enfin techniquement, je suppose que tu sentes la barre et en même temps que tu sentes arriver le texte. Tu saurais pas à quel endroit c'est trop. Ou alors faire comme avec les enfants. Tu sais, moi, quand je dirige des enfants, je leur donne le départ en leur tapant sur l'épaule. L'enfant, il sait pas lire. Et je lui donne la phrase et je lui donne le départ et puis après nous on recale, mais c'est galère quand même, c'est galère. Je pense comme sur du théâtre, pour en avoir fait du coup à l'aveugle, il n'y a pas de compteur, il n'y a rien. Exactement. Et bien sûr, Et parce que tu as appris parce que c'est ton rythme, oui. T'as appris ton texte. Et du coup, on ne peut pas du tout imaginer comme pour de la musique par exemple, dans l'enregistrement de musique, un rythme qui serait donné par quelque chose d'auditif. Ça serait bien, oui, il faudrait réfléchir à ça. Plutôt qu'un signal visuel. Ouais, il faudrait réfléchir à ça, faire une bande rythmo. Non, mais c'est un truc à réfléchir. Oui. Ouais. Une dernière question, c'est ça, Damien, ou pas? Ou encore 16? Encore 15 questions ou pas? Alors maintenant, on est d'accord? Il reste vraiment 3 minutes, donc on en prend une dernière. Donc il faut qu'elle soit très bonne. Alors attention, c'est la dernière question. Donc je voulais choisir. La dernière question, c'est 600 € là. Brigitte, on prend qui? Moi je dirais devant moi. Ouais. Où ça? Là. La jeune fille. Allez, c'est parti. Sachez qu'ils ont fait vraiment des prolongations. Là. On devait finir il y a 1 heure. C'est vrai? Ouais, on devait finir il y a 1 heure. Ah vache. Ouais, mais nous, tu sais. On est content d'être avec vous. Hein. Mais on vous aime en fait. Non.
Oui. J'ai une question pour Brigitte Le Cordier. J'ai bien fait de te choisir. C'est, vous avez préféré faire la série Oui Oui ou Dragon Ball en fait? Aïe aïe aïe. Ça c'est dégueulasse. C'est pas joli, hein? Et si tu réponds oui, oui. Non, oui, oui, j'ai préféré Dragon Ball. Non, mais moi j'aime tous les rôles que j'ai faits et avec beaucoup de bonheur et chacun m'ont apporté des choses différentes. Et il est clair que Dragon Ball c'est mes débuts, que ça m'a transporté 30 ans, que j'ai découvert plein de personnages, que j'ai une équipe de ouf avec moi et on est devenus des super amis et c'est ma famille dans ce métier. Les Éric Legrand, les Patrick Borne, ils sont moches mais ils sont sympas. Et ça sera répété et déformé. Céline Monsara, mais Philippe Ariotti. Et puis j'ai ce produit Oui Oui qui est pour les tout petits. Qui est vraiment joli, qui est en plus les premiers dessins animés c'était en animation, en stop motion, c'était magnifique. Et en plus on était 3, il y avait Patrick Préjean, Evelyne Grandjean et moi. Donc on faisait les voix nous 3 parce que c'était à l'époque, les dessins animés c'était tellement pas important pour les producteurs qui disaient allez, on va prendre pas cher quoi, allez vous 3. Et nous, ça nous éclatait, donc on s'est éclaté. Patrick Préjean est remarquable, Evelyne Grandjean pareil. Et puis moi, avec mon petit Oui Oui, je faisais Oui Oui et le chien. J'adore faire les chiens, j'adore les chiens. Voilà, et donc ils m'ont apporté tous vraiment beaucoup de plaisir, vraiment. Et j'ai une chance inouïe, c'est que les plus grandes sagas de dessins animés, en fait, c'est moi qui ai fait les rôles principaux. Principaux. C'est un code. Ça n'a pas amélioré au niveau. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que Son Goku, c'est 30 ans, Oui Oui, c'est 30 ans, et Bonne Nuit les Petits, c'est 30 ans aussi. Donc voilà, c'est dingue. Hein. Et c'est tombé sur moi à chaque fois. En fait, je pense que c'est compliqué de demander à un comédien la chose la plus importante parce que tous les personnages de toute façon ont une résonance différente. Je crois que ce qu'il faut accepter, c'est que certains, pour les gens, est une résonance plus importante ou soit une référence plus importante, c'est-à-dire pour certains c'est Oui Oui qui va être machin. Après le plaisir du comédien ça c'est autre chose, c'est ta cuisine intérieure, mais en général on fait bien les choses quand on a beaucoup de plaisir. Voilà. Je le note, C'était donc la fin. On peut finir là-dessus. Avant de partir. Moi j'en ai une dernière. Votre métier dans 10 ans, c'est quoi? Proxénète. Vous avez... Non, le métier du doublage dans 10 ans, c'est quoi? Est-ce que ça va fortement évoluer? C'est compliqué les notions prospectives, mais est-ce que ça sera à peu près la même chose? Ce sera la même chose. Je pense que ça sera à peu près la même chose, voilà. Ouais. On l'a enregistré, c'est bon? Ouais. Oui. On repart dans 10 ans. On les applaudit s'il vous plaît. Et donc merci à tous, merci. Avant de partir, évidemment, nous sommes obligés de citer nos sponsors personnels. Mars, M&M's, les mini-quiches de Belin et les préservatifs Starfly nous ont présenté Brigitte Le Cordier et mademoiselle Pascal Chamard. Bravo. Et moi-même, personnellement. Merci. Oui, juste pour finir, moi je voulais vous remercier parce que vous étiez extrêmement nombreux, très curieux et c'est pour ça qu'on fait ça aussi. Et à nouveau, vous remercier tous les trois, on est très heureux de vous avoir. Merci pour tout, merci à vous. Et puis je vais vous laisser Estelle qui va vous donner les consignes de sécurité, parce qu'il y en a.